Bonjour, bienvenue à cette conférence web. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux technologies dans le continuum des soins de longue durée, des exemples de réalisations concrètes, puis aussi des innovations à notre portée. Les buts de la conférence web, en fait, c'est de dire pourquoi les technologies, comment et quand on devrait les intégrer. Donc, je pense qu'il est essentiel pour bien comprendre la pertinence de l'utilisation des technologies dans le continuum des soins de longue durée, de se faire un rappel démographique, mais avec un peu des chiffres absolus pour vraiment prendre la mesure là, des défis qui nous attendent. Donc, premier élément qu'il faut bien saisir, c'est qu'on parle toujours du vieillissement de la population, puis on dit aussi que les vieux sont de plus en plus vieux. Hein? On entend ça des fois, cette expression-là. En fait, en sociologie du vieillissement, on va distinguer les différents groupes, les jeunes vieux, les vieux vieux, puis les très vieux. Les très vieux, en fait, ça n'a pas de connotation péjorative, c'est tout simplement une caractéristique. En fait, c'est des chanceux, des gens qui se rendent à 85 ans et plus. C'est la proportion qui est vraiment la plus croissante. Si vous regardez ici, dans le fond, la proportion de personnes de 65 ans et plus, si on veut, dans le groupe des 65 à 74, de 2016 à 2061, bien, en fait, c'est pas un groupe qui grossit réellement, hein, parce qu'en fait, là, on se rend la plupart des citoyens là, à l'âge de 65 ans, mais ce qui est la différence, c'est cette croissance-là, là, des 85 ans et plus, et ce groupe-là, bien, en fait, c'est un groupe qui est beaucoup plus consommateur, en fait, de soins de santé. En fait, lorsqu'on regarde en nombre absolu, parce que des fois, lorsqu'on examine ces courbes-là, ça ne nous impressionne pas parce qu'on se dit, écoute, ça fait longtemps qu'on en entend parler qu'il y a un vieillissement de la population. Mais lorsqu'on réalise, par exemple, que de 2011 à 2021, par exemple, on est passé de 153 000 individus de 85 ans et plus, alors on donne des soins aux gens de 65, 75, mais j'isole vraiment juste les 85 ans, là, pour bien voir. Mais ce groupe-là, il est passé de 153 000 à 227 000. Mais, regardez la croissance, jusqu'en 2051, ça va monter à 726 000. Donc, ça, c'est le nombre d'individus en tant que tel. Donc, ça a une signification importante parce qu'il y a une charge de travail qui est associée à ça. Il y a des soins qu'on va devoir leur donner. Et lorsqu'on cherche des solutions au réseau de la santé pour améliorer les choses, bien, il ne faut pas avoir une courte vue, dire, bon, on a un défi en ce moment, on va se trouver une solution là, qui va nous aider pendant 2-3 ans. Ici, l'objectif de vous présenter ça, c'est vous dire, regardez, la pression qu'on va avoir sur le système de santé, en fait, de personnes qui vont avoir besoin de soins en quantité, c'est énorme. Alors, comment qu'on va répondre à ce défi-là? Il faut se trouver des solutions, puis se créer un écosystème qui va faire en sorte qu'on va vraiment être capable d'absorber cette demande en soins-là. Donc, les problèmes de santé bien, sont hautement corrélés au vieillissement. Même si on ne veut pas faire une analogie en disant vieux égale maladie, ce n'est pas l'objectif, mais en demeure pas moins qu'il y a une corrélation qu'il faut reconnaître. Empiriquement, elle est là, il faut la reconnaître. Donc, lorsqu'on examine ici, encore là, les 85 ans et plus, bien, vous voyez finalement que la proportion de personnes qui a une maladie, en fait, lorsqu'on voit un déclin, pourquoi? C'est parce que les gens ont de plus en plus de maladies. Puis ici, vous voyez une croissance de ceux qui ont 8 maladies plus, 7 maladies plus. Donc, vraiment, il y a plusieurs comorbidités qui touchent ce groupe-là des 85 ans et plus. Lorsqu'on regarde après ça les personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, si vous voyez la croissance ici de 2011 à 2041, encore là en nombre absolu, si vous regardez 2021-2041, c'est presque le double en tant que tel de personnes. Donc encore là, l'idée derrière tout ça, c'est de dire, il va y avoir des gens qu'on va devoir prendre soin. Il ne faut pas ignorer ça. Faut en tenir compte, puis il faut tenter de planifier en conséquence. Ici, vous voyez une projection qui a été faite par l'Association médicale canadienne, puis juste sur une période de 10 ans, de 2021 à 2031, c'est une augmentation de 55 % des services de soins de longue durée qu'on va devoir augmenter, en fait, l'offre, et ça va toucher en particulier là, les soins à domicile, entre autres. Donc, lorsqu'on regarde ensuite au niveau de l'hébergement,
Bien, c'est la même chose. Il faut bien comprendre, quand j'isolais tantôt les 85 ans et plus, bien, il y a une proportion d'entre eux qui vont avoir besoin d'une place en hébergement. Puis je vous invite à aller voir ce rapport-là qui a été fait par cette chaire de recherche-là, qui ont examiné différents scénarios sur l'amélioration du traitement des troubles neurocognitifs majeurs ou autres. Ils ont examiné plein de scénarios, puis en fait, la pression va quand même être très importante sur le besoin d'hébergement, là, vraiment en institution, là, pour les gens qui ont des lourdes pertes d'autonomie. Donc, même si on souhaite qu'il y ait de plus en plus de gens qui restent à domicile, donc d'améliorer ce type de soins-là, bien, même si la proportion diminuerait dans ce groupe-là qui va avoir besoin d'hébergement, la croissance va être quand même soutenue. Vous voyez ici là, les graphiques en tant que tels. Mais donc, ça, c'est une partie de l'équation. Hein, le fait qu'il va y avoir une demande là, vraiment de soins de longue durée qui va être importante, soutenue sur une très longue période. Et lorsqu'on regarde les statistiques au niveau canadien, au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre, la population active, vous voyez en 1971, il y avait 6 travailleurs pour chaque retraité. En 2012, on parle de 4,2 pour un retraité. En 2036, 2,3 pour un retraité. Donc, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que le nombre de personnes disponibles pour aller œuvrer dans les soins qui soient aigus, soins de longue durée, etc., bien, c'est très limité. Puis la situation du Québec est pire en plus que celle du Canada en général. Lorsqu'on isole les chiffres du Québec, on a 1,8 personnes actives pour chaque personne inactive de 65 ans et plus. C'est sûr, les gens de 65 ans et plus ne sont pas tous malades, mais si on regarde les 85 ans de tantôt que je vous ai montré, il y aura une demande incroyable au niveau des soins de longue durée. Et le nombre de personnes disponibles en 2036 est en réduction jusqu'à cette période-là. Donc, pour moi, ça, c'est des motivations majeures à essayer de trouver des solutions. Hein? Puis les technologies font partie des solutions. Il ne faut vraiment pas partie de toutes les solutions, ça ne réglera pas tout, mais on ne peut pas épargner cette contribution-là. Donc, maintenant que j'ai mis ce contexte-là, regardons les solutions en lien avec les technologies pour faire face à ça. Première solution que je vais vous présenter, c'est en lien avec le maintien à domicile. Puis je donne l'exemple là, des maladies chroniques comme, entre autres, l'insuffisance cardiaque. Donc, qu'est-ce qui se passe chez la clientèle qui n'a pas de problème cognitif, qui vit à son domicile? Moi, je pense que dans l'avenir, il faut tout faire pour que les gens qui n'ont pas de problème cognitif restent à leur domicile le plus longtemps possible. Il y aura peut-être seulement les gens qui n'ont pas de problème cognitif, mais des maladies chroniques, mais qui souffrent d'isolement social, puis de solitude importante. Peut-être qu'ils pourront aller dans des RPA, par exemple, mais ils vont demeurer là, puis on ira leur donner des soins à domicile dans leur partie autonome de l'RPA. Donc, mais c'est quoi, en fait, les soins qu'on donne à une personne qui a une maladie chronique? En fait, vous voyez le livre, là, dans le fond, moi, je travaille juste en continuité avec ce que je fais depuis longtemps. Donc, le besoin de l'usager, c'est recevoir des soins au bon moment, évidemment, puis obtenir une surveillance clinique continue et rigoureuse pour éviter les hospitalisations. Dans le fond, les soins à domicile, ça sert à quoi? Accompagner la personne, détecter rapidement s'il y a des décompensations pour ajuster le traitement puis éviter l'hospitalisation. Puis à ce sujet-là, ça se décline là, avec un enseignement, avec la gestion des autosoins, etc. Donc, les pratiques actuelles, qu'est-ce qu'on fait, nous, en ce moment? Bien évidemment, on va faire des examens cliniques à domicile. Puis à intervalle, là, bien, on va déterminer là, à quel moment il faut la revoir, cette personne-là, selon la gravité de sa situation. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si je décide d'aller revoir l'usager dans un mois, bien, entre les visites à domicile, dans le mois, il n'y a pas de surveillance. Et on compte vraiment sur l'usager de dire, bien, si vous voyez que votre souffle est plus court, vous ne dormez pas bien, etc., il se passe des choses, bien, de nous contacter pour qu'on puisse venir vous voir. Dans la vraie vie, c'est malheureusement pas tous les usagers qui sont proactifs comme ça. L'autre élément, c'est qu'il y a une possibilité aussi, lorsqu'on dit, bien, je vais venir vous revoir dans un mois, qu'on aille visiter l'usager, mais que sa condition, elle a été optimale dans le dernier mois. Tout était parfait. Donc, on se retrouve à aller visiter un usager, à gaspiller du temps précieux professionnel de la santé, parce que vous voyez qu'on va en manquer de temps, pour aller faire une visite qui n'était pas requise par la condition de la personne. Donc, ça, c'est un peu les pratiques actuelles, les enjeux associés. Ce qu'on sait, c'est lorsque, par exemple, le personnel infirmier va faire des soins à domicile, va faire le suivi cardiaque d'une personne,
bien, c'est associé dans des études scientifiques démontrées. C'est une diminution de 48% des hospitalisations, dépression, anxiété. Une autre étude qui démontrait la durée d'hospitalisation, si jamais la personne était hospitalisée, ça demeure qu'elle est réduite. Il y a moins de visites chez le médecin, il y a une diminution des coûts pour le système de santé, il y a moins de mortalité. Donc, le suivi infirmier, c'est quelque chose qui est reconnu là, scientifiquement comme étant pertinent. En fait, notre étude dit que les aînés qui ne bénéficient pas de ce suivi sont 7 fois plus hospitalisés. L'hospitalisation, là, ça a des coûts très importants. Dans le dernier estimé qui a été fait, de façon générale, en moyenne, c'est autour de 1 700 $ par jour. Donc, c'est aussi à tenir compte là, dans nos prévisions. Alors, comment améliorer l'accès aux soins à domicile sans affecter la sécurité des soins à domicile? Mais en fait, nous, on enseigne déjà dans les milieux d'enseignement au personnel infirmier à dire, bien, chez l'insuffisance cardiaque, il y a des questions qu'il faut poser qui sont essentielles pour reconnaître une détérioration de l'état de santé. Donc, c'est des questions, ça fait partie de l'anamnèse de suivi, c'est des questions subjectives. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, entre les visites, on utilise les assistants vocaux pour poser les questions associées à une condition cardiaque qui serait optimale ou en détérioration. Et il y a des algorithmes qui ont été créés. Et moi, je participe à la création de ces algorithmes-là pour justement être en mesure de reconnaître s'il y a une situation qui se dégrade. La même chose, lorsqu'on va à domicile, on enseigne, nous, comment faire l'examen cardiaque, l'inspection, palpation, auscultation. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend ces principes-là, mais on utilise, dans le fond, les objets connectés et on crée des alertes basées sur des objets connectés qui sont reconnus par autant la FDA que Santé Canada comme étant valides et fiables. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'assistant vocal, comme j'ai dit, pour les données subjectives. On a la montre qui permet de reconnaître des changements de la pression artérielle, aussi des changements au niveau cardiaque, au niveau de la fréquence, au niveau de la saturation, par exemple. On a un display électronique qui nous permet de savoir si l'adhésion au traitement est adéquate. Puis on a aussi une balance électronique qui permet de prendre le poids. Ça, c'est une chose, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on a intégré ça dans un logiciel de soins. Et ce logiciel de soins-là, dans le fond, il y a les algorithmes à l'intérieur qui, finalement, permettent de créer un tableau de bord, puis qu'on a des alertes. On a des alertes qui peuvent être rouges, qui peuvent être jaunes, ou que ça peut être vert. Et donc, c'est toute cette intelligence qu'on met derrière l'interprétation des objets connectés pour venir alimenter le personnel infirmier, qui, par exemple, au niveau du domicile, pourrait voir que, par exemple, pour telle patiente, tout est au vert. Bien, à ce moment-là, on va utiliser l'assistant vocal pour envoyer une notification qui va poser la question à la personne. Donc, l'aîné, il n'a pas besoin d'apprendre la technologie, tout se fait verbalement pour lui demander, bien écoutez, on pourrait-tu déplacer, par exemple, votre rendez-vous dans un mois parce que tous les paramètres sont positifs et à ce moment-là, nous, on juge qu'on pourrait aller venir voir dans un mois. Alors, la personne aura toujours la possibilité de dire non, j'aimerais vous voir parce qu'elle a d'autres enjeux de santé. Puis pour le personnel infirmier qui interprète le tableau de bord, ici, c'est vraiment qu'on amène l'information. En aucun temps, les gens qui me connaissent, là, en aucun temps, on va dire à l'infirmière quoi faire. C'est plutôt qu'on alimente son jugement clinique pour prendre la décision la plus pertinente dans la situation. Donc, l'autre élément qui est associé à un logiciel de soins, qui dans le fond, c'est de communiquer avec les proches. Donc, il y a une application proximité qui est intégrée encore là au logiciel de soins qui permet de communiquer. Parce que des fois, les alertes, ils n'ont pas besoin d'aller au personnel infirmier, ils n'ont pas besoin d'être dans le tableau de bord en tant que tel, mais plutôt de travailler avec le proche aidant. Puis, par exemple, une personne qui a tous ses paramètres cliniques sont au vert, les questions qui sont posées par l'assistant vocal, tout est numéro 1, mais la personne, elle ne s'est pas pesée depuis 4 jours, bien, on peut envoyer à ce moment-là une notification au proche aidant ou la personne directement aussi, dépendamment du cas, mais pour lui demander, écoutez, votre père, là, il ne s'est pas pesé depuis 4 jours, bon, pouvez-vous aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, les paramètres, vous avez vu le tableau de bord, on intègre ça dans des graphiques également pour voir les tendances, puis à ce moment-là, comme je le disais tantôt, bien, tout ça va nous permettre de faire une utilisation optimale du temps infirmier, tenter d'augmenter la productivité au niveau des soins à domicile, mais jamais sans compromettre la sécurité au niveau des usagers. Donc, juste ça, ça a un potentiel très important. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'on sait déjà qu'il y a vous savez, on a plus de 30 000 personnes qui sont en attente
de soins à domicile, là. Mais si on isole seulement les gens qui ont des problèmes cardiaques, puis qui ont un suivi infirmier par rapport à leur condition cardiaque, on a les statistiques ici provinciales quand j'analysais les données, mais en fait, si, par exemple, mettons la personne a visite à chaque mois, puis il y a une visite, on retire une visite sur 4, hein, parce qu'on se dit, ben finalement, tous ces paramètres, donc très conservateurs, bien ça, on libère le personnel infirmier pour faire 10 000 visites de plus à domicile. Donc, c'est de même qu'on peut augmenter, dans le fond, les soins à domicile, s'assurer de la pertinence des visites à domicile du personnel infirmier, puis répondre aux besoins de la population sans jamais compromettre la sécurité. Donc, ça, c'est un exemple pour moi comment la technologie pour le soin à domicile peut constituer une solution. Des fois, les gens disent « Oui, mais Philippe, les aînés, là, ils ne seront pas d'accord à partager leurs données. » En fait, il y a quand même des études là-dessus. Et il y a une grande différence entre des paramètres objectivables, physiologiques, et là-dessus, les aînés, lors d'enquêtes, sont en accord quand c'est pour des raisons de santé, que aussi versus des comportements de santé si la personne respecte sa diète ou sa mobilisation sur les exercices. Là-dessus, il y a plus d'enjeux, mais là, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je peux vous dire qu'on a plus d'études. Lorsque ça fait plus, un peu, on s'entend de Big Brother, là, bon, vous avez dit de marcher, prendre 3 marches par jour, vous ne l'avez pas pris. Ça ne fonctionne pas au niveau des technologies. On est davantage lorsque c'est des paramètres physiologiques. Deuxième solution, les gens avec problèmes cognitifs devraient pouvoir rester plus longtemps à leur domicile avec leurs proches, ou encore, lorsqu'il y a des gens qui s'en vont en RPA, on devrait aussi tout faire pour qu'ils restent le plus longtemps possible dans ces milieux-là avant d'aller dans les milieux où les installations, là, les soins sont plus soutenus. Alors, comment on fait ça? Premièrement, c'est qu'il faut emboîter le pas avec la tendance internationale, mondiale, dans laquelle on veut vraiment favoriser, où est-ce que on est dans un monde où est-ce que les aînés avec troubles cognitifs, là, quand même, peuvent garder leur place. Et à ce sujet-là, il faut comment favoriser leur libre circulation, mais en même temps leur sécurité. Donc, il y a des inspirations là-dessus, au niveau, par exemple, en Autriche, où est-ce que moi, j'ai visité un milieu dans lequel j'ai jamais vu autant de liberté que ça, dans lequel, dans le fond, c'était au centre du village. Tous les aînés avaient un GPS avec une géolocalisation, avec un territoire délimité, mais ça faisait en sorte qu'ils pouvaient circuler partout où ils voulaient dans le village, avec sécurité. Il n'y a aucune porte qui est barrée dans le milieu d'hébergement à l'endroit où ils vont dormir puis vivre, finalement. Alors, c'était très inspirant de voir ça par rapport à dire, bien, il y a des milieux qui ont avancé dans cette direction-là. Une autre inspiration norvégienne, cette fois-ci, quand j'ai visité le Alma House, en fait, eux, ils développent beaucoup de technologies aussi pour la clientèle à perte d'autonomie et avec problèmes cognitifs. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent une semelle avec un GPS à l'intérieur. Donc, ils l'utilisent de la même manière que ce que faisaient les Autrichiens, mais pour eux, c'est qu'il y a moins de risques que la personne l'oublie parce qu'elle met ses souliers. Et l'autre élément, il y a moins d'éléments d'identification par rapport à ce pendentif-là. Ce qu'on est en train d'élaborer en ce moment, ici c'est avec le Bravade de Médic Médisolutions, c'est, je dirais, une solution nord-américaine, québécoise, où ce qui fait froid. Okay? Donc, ça prend de la liberté avec de la géolocalisation, donc un territoire, mais on ajoute des limites de temps associées à la température extérieure et avec une montre connectée qui est en mesure aussi de prendre la température corporelle, ce qui va nous permettre, évidemment, que ça ne sera pas seulement si la personne sort de son territoire de liberté, par exemple, mais c'est aussi par rapport à la durée d'être à l'extérieur, par rapport à la sécurité. Donc ça, c'est le genre de solution qui apporte de la sécurité au niveau des proches, puis pour la personne donner la liberté, quand elle est dans une étape où est-ce qu'elle peut se perdre, tu sais, qu'elle se perd une fois sur 10, des choses comme ça, bien, ça va nous permettre là, de changer un peu le patron de comportement qu'on voit actuellement, dans le sens que dès que la personne elle a un égarement, bon, on est très rapide à dire « Ah ben là, elle peut vraiment plus rester chez vous, là, elle s'est perdue, là, on n'attendra pas qu'il arrive un accident, etc. » Donc, il y a une question de gestion de risque, décision partagée. Il nous reste du travail à faire dans ce secteur-là, mais il faut savoir qu'il y a la technologie aussi qui peut nous aider. Troisième solution, évidemment, c'est les milieux d'hébergement. Les milieux d'hébergement, écoutez, ça, c'est une conférence que je faisais d'ouverture dans un congrès en Suisse il y a
pense que c'était à peu près en 2005, dans lequel je disais, écoutez, là, on a l'impression d'être en 1934, là, en ce qui a trait à la présence de technologies dans le milieu d'hébergement. Je pense que les infirmières et l'infirmier sont comme avec la bougie puis la plume encore. En fait, il faut faire le tournant numérique et ça presse dans le secteur de l'hébergement. Puis, pour nous aider à dire quels sont les changements à faire qui sont les plus pertinents, il faut s'entendre sur certains critères à rencontrer. Par exemple, est-ce que ça soutient une approche personnalisée? Est-ce que ça respecte les compétences professionnelles? Est-ce que ça optimise les pratiques cliniques? Est-ce que ça augmente la sécurité? Puis est-ce que ça assure une utilisation efficiente du temps des professionnels de la santé? Donc, c'est un peu dans cette orientation-là que j'ai encore là participé à plusieurs travaux avec différentes compagnies pour faire avancer là, ce tournant-là dans le secteur d'hébergement. Par exemple, un exemple très simple, c'est au niveau de la médication. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on veut, c'est apporter de la flexibilité dans l'administration des médicaments. On veut éviter d'avoir des gros chariots de médicaments. Plutôt quand la personne dort le matin, si elle dort, on va lui donner des médicaments jusqu'à quand elle va se réveiller. On veut éviter les bracelets aussi d'hôpitaux, là, si on veut, dans les milieux d'hébergement. Encore là, toujours dans une vision plus résidentielle. Et par contre, si on veut de la sécurité, ça nous prend un logiciel qui soit capable de justement de nous faire des rappels s'il y a un médicament qui n'a pas été encore donné parce que la personne dormait ou était dans une activité et ainsi de suite, pour éviter les routines dans lesquelles on va d'une chambre à l'autre puis qu'on donne des médicaments, là, puis parfois, malheureusement, les gens vont comme réveiller un peu. Tu sais, ils disent, il dort un petit peu, cogne à la porte un petit peu. Tiens, les gens ont tellement le sommeil fragile qu'ils réveillent. Donc, mais pour la sécurité, bien, si on n'a pas de bracelet, ça prend le visage de la personne. Ça prend aussi qu'on voit les médicaments qui sont donnés. Ça nous prend donc l'information médicamenteuse. Puis ça nous prend là, un scanner aussi pour faire le lien avec tout le processus. Encore là, pour s'assurer là, que la médication qui est donnée, elle est donnée à la bonne personne. Donc ça existe depuis longtemps, mais malheureusement, ce n'est pas encore assez répandu et intégré dans nos milieux. Moi, ce que je fais avec ces différentes compagnies-là, puis les milieux qui ont ces logiciels-là, c'est qu'il y a des médicaments qui sont plus importants ou sensibles en raison de leur risque dans nos milieux d'hébergement. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de l'utilisation de médicaments PRN, d'antipsychotiques pour la clientèle électro-immunocognitive majeure, on sait qu'on a des enjeux au Québec, entre autres, d'utilisation trop élevée là, de ces médicaments-là. Donc, moi, j'enseigne déjà comment utiliser adéquatement les PRN. On a aussi des livres, on a des stages, on fait de la formation continue. Mais là, ce qu'on ajoute, c'est des notifications intégrées au logiciel de soins par rapport aux pratiques individuelles de la personne. Puis ça, je m'inspire de mes années quand j'étais dans le temps sur le comité consultatif du Conseil du médicament, dans lequel on envoyait justement des lettres, dans le temps, c'était des lettres à des médecins, par exemple, qui avaient des taux de prescription d'antibiotiques pour les otites, par exemple, qui étaient plus élevés, et ainsi de suite. Puis c'était démontré que ça venait influencer beaucoup la pratique parce que c'était directement ciblé sur la pratique de l'individu. Dans les soins aux aînés, on n'avait pas ces mécanismes-là, mais maintenant, on peut faire ça. Donc, par exemple, si la personne a un épisode de CPD, puis l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire vient pour donner un PRN, mais là, ça serait le 4e PRN en 2 semaines, bien là, il va y avoir une alerte qui apparaît, comme vous voyez là, ici. Donc, il y a une alerte qui apparaît ici. Donc, cette alerte-là dit, bien là, il faut qu'elle aille voir qu'est-ce qui est dans l'alerte. Et là, c'est un rappel de la bonne pratique dans lequel on dit, écoutez, là, êtes-vous certain que vous suivez les bons principes de l'arbre décisionnel de l'utilisation optimale, adéquate là, des PRN d'antipsychotiques pour troubles de comportement. Donc, dans le fond, on l'invite à faire une réflexion sur sa pratique. Encore là, ça ne l'empêche pas de le donner, c'est juste d'alimenter une certaine pratique réflexive chez la personne. Donc, on a ça pour les antipsychotiques, les benzodiazépines, on a des recommandations de pratique lorsqu'il y a un nouvel antidépresseur, etc. Donc, moi, j'accompagne cette compagnie-là pour bonifier constamment, dans le fond, ces alertes-là en lien avec des pratiques optimales dans les soins aux aînés. Évidemment, il y a d'autres programmes qui existent de déprescription dans les milieux et des fois, comme conseiller en soins, on dit là, il faut faire de la formation aux gens, il faut faire de la sensibilisation, la pertinence de la déprescription. Mais les gestionnaires de proximité, là, souvent, ils n'ont même pas idée de qu'est-ce qui se passe sur chacune des unités. Ils n'ont pas les données en tant que telles.
Donc, moi, avec les milieux que j'accompagne, je dis, écoutez, moi, j'ai besoin de ces données-là. Fait qu'avec avec Domédic, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment sorti combien de chutes qu'il y a par maisonnée, de chuteurs, de chutes récurrentes, de transferts à l'urgence, des soins externes, des éclosions, le nombre de médicaments, etc. Mais aussi, par exemple, les antipsychotiques, ben, dans cette maisonnée-là, ce département-là, il y en a 9, celle-là, il y en a 2. Fait que ça permet, dans le fond, en situation de pénurie de ressources, là, qui ne sera pas, j'oserais dire, pénurie chronique, là, donc ça ne se résorbera pas. Je ne vois pas le jour qu'on va vraiment résorber ça, honnêtement. Donc, il faut vraiment penser tout de suite en utilisation optimale des compétences. Bien, on peut intervenir aux endroits dont les pratiques semblent nécessiter le plus de suivi en tant que tel. D'autres éléments très simples qu'on a introduits comme technologie, c'est les caméras et les détecteurs acoustiques dans les milieux. Hein, il y a ça en France, il y a ça aux Pays-Bas, il y a ça en Norvège, évidemment. Donc, mais c'était peu utilisé. Donc, les caméras, ce que ça permet de faire, tout simplement, ça permet de voir qu'est-ce qui se passe dans la chambre et d'entendre en tant que tel. Il faut savoir, il y a un décret depuis 2018 au Québec qui permet de faire ça, mais évidemment avec des règles très précises, puis avec le consentement, évidemment, de la personne. Et il faut comprendre que les caméras, là, c'est vraiment pour les gens avec troubles neurocognitifs majeurs. C'est pour ce type de résident-là. C'est pas pour les gens qui n'ont pas de problème cognitif. Donc, ce que vous avez, donc vous avez la caméra, vous avez l'interrupteur. Puis sachez que j'ai une vidéo que j'ai fait juste là-dessus, là, dans les capsules web. Donc, je ne m'étendrai pas trop. Mais quand même, c'est juste de rappeler ce que ça permet de faire, c'est que au lieu de faire 3 tournées la nuit en personne, qui peut réveiller les résidents, puis qu'on a associé à l'utilisation de médicaments, bien, en fait, on peut faire maintenant 16 tournées la nuit, visuelles et acoustiques, donc auditives, dans toutes les chambres, les airs communs, le rez-de-chaussée, la cour extérieure, le sous-sol. Et donc, ça amène beaucoup plus de sécurité, mais en fait aussi, ça fait en sorte qu'on ne dérange pas les résidents, donc on préserve leur sommeil. Mais évidemment, dès que quelqu'un bouge ou qu'il parle, bien là, on est en mesure d'envoyer un intervenant, puis vraiment faire ce qu'on appelle la dotation dynamique. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai écrit un rapport là-dessus que vous pouvez là, avoir accès sur ma page web. Et on décrit tout en détail. Parce que des fois, les gens, au niveau des caméras, ils ont des inquiétudes, etc. Bien, il faut savoir qu'il y a un encadrement là, législatif très clair. Mais aussi, c'est qu'il y a des pertinences. Il y a une pertinence scientifique aussi. Puis des fois, il y a des préoccupations par rapport aux familles ou encore par rapport au personnel. Même chose, dans mon rapport, on aborde toutes ces questions-là qui témoignent, dans le fond, de l'ouverture de ces technologies-là. Mais si je prends l'exemple des chutes, très simplement, mais ce qu'on sait, c'est que lorsque on fait un examen post-chute, on évalue le post-chute pour faire notre rapport, ben, dans des études, ils ont comparé avec l'examen des caméras puis versus ce qui était écrit dans le rapport d'accident. Mais en fait, il y avait 50% des rapports d'accident qui décrivaient les chutes qui sont erronés en comparaison à la bande vidéo. Donc, vous comprenez que comment on peut faire de la prévention par la suite si on a tant de données, 50% du temps, on a des données erronées par rapport à ce qui s'est passé. Donc, l'autre élément, c'est comment avoir des statistiques en temps réel. C'est pour ça qu'avec le logiciel de soins, ben dans le fond, non seulement on a le rapport d'accident, l'évaluation post-chute dans le même environnement, mais en plus, on va chercher le logiciel, va chercher l'extrait vidéo de la chute, parce que lorsqu'on fait un rapport d'accident, on inscrit le lieu, l'heure, la date et tout ça. Fait qu'on est capable d'aller chercher l'extrait vidéo de la chute. Fait qu'on est capable de voir la chute et donc d'être beaucoup plus performant par la suite pour prévenir des chutes subséquentes. D'autres éléments, c'est que tout ça est intégré encore là avec les logiciels. Parce que c'est très important pour moi. Quand je travaille avec ces différentes compagnies-là, je leur dis, écoutez, moi, là, il faut que le personnel infirmier, le personnel médical, infirmier auxiliaire, tous ceux professionnels de la santé qui vont interagir avec la plateforme, il faut qu'ils restent dans le même environnement. Il ne faut vraiment pas qu'ils doivent se promener là, à plusieurs endroits. Il faut que ça soit simple. Parce qu'il ne faut pas que le personnel infirmier, dont le temps est si précieux, par exemple, je parle d'eux parce que moi je suis infirmier, mais tous les professionnels, le temps est précieux, on s'entend, mais il ne faut pas qu'ils perdent du temps à apprendre un logiciel à l'infini, puis toujours ouvrir des fenêtres pour changer de type de logiciel. Il faut tout que ce soit intégré. Et là, par exemple, il y a beaucoup de temps qui est perdu par le personnel infirmier lorsque on dit, bon, ben là, il faut faire un suivi au proche. Mais là, le proche, il répond pas, on rappelle, donc ça va de boîte vocale en boîte vocale.
il y a beaucoup de pertes de temps comme ça. Tandis que là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement d'envoyer, encore là avec proximité, une interaction avec les membres de la famille pour justement leur dire, bon, ben, comme demandé, voici le suivi concernant la chute de votre père, il va très bien aujourd'hui, il ne se plaint pas de douleur et participe aux activités. Fait que de cette manière-là, il y a une preuve à l'intérieur de Simo, à l'intérieur de proximité, avec une confirmation de lecture par le proche que l'information circule, mais qu'il n'y a pas de perte de temps. Ensuite, évidemment, on a au Canada, la moyenne, c'est 88% des gens dans le milieu d'hébergement qui ont des problèmes cognitifs. Donc, on a un 12% qui n'a pas de problème cognitif, mais qui veut aussi des tournées la nuit, mais les caméras, ce n'est pas approprié pour eux. Mais généralement, les enjeux pour ces gens-là, c'est parce qu'ils ont des paralysies, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas qu'ils restent, par exemple, s'il y a de l'incontinence urinaire, dans une culotte mouillée puis qu'il y a des enjeux de lésion de pression. Donc, il y a un autre logiciel, une autre technologie, WeSense, qui est aussi connecté avec un logiciel de soins, qui permet, avec n'importe quelle culotte, de reconnaître le pourcentage d'humidité et qui nous permet donc d'intervenir lorsque c'est approprié. Puis ce que vous devez savoir, c'est que l'assistant vocal qui permet de faire les suivis, etc., puis qui pourrait permettre de faire de la domotique, mais il est capable aussi de reconnaître à distance la fréquence cardiaque. Donc, s'il y a un arrêt cardiaque, il peut avoir encore là une notification qui est envoyée dans le logiciel de soins et l'application mobile, par exemple, de l'infirmière ou le préposé, dépendamment des milieux. Tout ça, donc, on a des suivis. On a des suivis qui apparaissent dans des graphiques. On a aussi dans l'appareil mobile, là, vous voyez les exemples par rapport à une culotte d'incontinence, que c'est vraiment le temps d'aller la changer et ainsi de suite. Donc, ça permet une gestion là, qui est vraiment adéquate là, du temps infirmier sans jamais compromettre la qualité des soins. En fait, on l'améliore. Ensuite, encore dans les technologies, pour les milieux d'hébergement, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si on pense aux maisons des aînés qui vont admettre des gens au stade modéré et sévère de la maladie, si on pense aux RPA de catégorie 3-4 qui admettent des gens avec des osmaf qui sont très variables aussi, si on pense aussi à la situation actuellement qui prévaut, qui nous manque d'unités prothétiques, d'unités spécifiques, d'unités de troubles comportement sévères, ce qui arrive, c'est que la charge de travail dans les différentes unités est très variable. Et actuellement, c'est le personnel qui en paye le prix, les résidents, parce que ça entraîne des enjeux d'iniquité. Mais c'est aussi le fait que le gestionnaire de proximité, il n'y a pas de données qui lui permet de prendre des décisions au quotidien qui vont permettre de faire un ajustement de sa dotation par rapport à la charge réelle. Donc, bon, ça je viens de le dire. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec ça, c'est Domédic, puis là, c'est en lien avec Simo, comme vous voyez, au niveau de la dotation qui est intégrée avec aussi la saturation du temps du personnel. Dans le fond, ce que vous avez ici, là, c'est des graphiques mensuels. Il y a des données qui sont déjà dans les dossiers, puis qui nous permettent de savoir, par exemple, il y a combien de résidents, c'est quoi l'indice de lourdeur, il y a combien de résidents qui ont un isosmaf de 10 et plus, le score de personnel qui est un calcul d'équivalent temps complet par cycle de 24 heures. Par cycle de 24 heures. Et la charge subjective qui est une mesure mensuelle automatisée à l'intérieur de l'appareil mobile pour, par exemple, les conseillers en soins et le responsable de site et, par exemple, l'ergothérapeute qui travaille dans ce milieu-là, TRP, des gens qui ont une appréciation là, sur l'ensemble des étages, qui nous amènent à avoir une appréciation des niveaux de difficulté, d'épuisement, de troubles de comportement sévère, de problèmes entre le personnel dans les différentes unités. Et ça fait en sorte que parfois, on va avoir des paramètres objectivables comme l'indice de lourdeur et la dotation qui nous disent hey, c'est supposé de bien aller à cet endroit-là. Pourtant, il y a une charge subjective qui est élevée. Et finalement, c'est qu'on se rend compte, par exemple, qu'il y a beaucoup d'altercations entre 4-5 résidents qui ont des altercations physiques qui amènent un stress chez le personnel, qui leur amène du retard dans les soins parce qu'ils ne peuvent jamais rentrer dans les chambres puis laisser les circuler les gens parce qu'il y a des altercations. Fait que finalement, ça nous amène à faire des ajustements sur la dotation par rapport à une mesure que sinon, il n'aurait jamais pu être tenu compte si on n'avait pas eu la charge subjective puis de tenir compte justement des enjeux de chacune des maisonnées ou des unités. Ici, c'est que vous êtes en mesure de savoir pour chacun des intervenants de l'étage, son niveau de saturation en temps par rapport aux tâches planifiées. Donc, ça aussi, c'est un indice qui nous amène à savoir, bien écoutez, là, il y a des enjeux par rapport à s'il y a
il y a trop de tâches parce que, je ne sais pas, moi, on a du personnel, il y a des soins à donner qui sont soutenus à cet endroit-là par rapport à un autre étage. Et finalement, il faut en tenir compte dans la dotation. C'est pour ça que dans cet étage-là, il y a des difficultés. Donc ça, ce niveau de saturation-là, on est dans le processus actuellement de l'ajouter. Ça va être ajouté ici là, pour chacun des éléments. On l'a déjà, mais on l'intègre là, dans un seul visuel. Et l'autre élément qu'on est en train d'intégrer, c'est la complexité du régime médicamenteux, qui est un indice qui permet finalement de savoir le niveau de tu sais, s'il y a des pompes à donner, s'il y a beaucoup d'insuline, s'il y a certaines injections à faire à des fréquences importantes, par exemple dans la maladie de Parkinson, ça va tenir compte de tout ça parce que ça vient aussi ajouter sur la charge de travail. Fait que c'est en plein développement. Ça, c'est déjà fonctionnel depuis 3 ans, mais c'est toujours en bonification. Ici, c'est un autre exemple où est-ce qu'on pourrait se dire, écoutez, bon, l'indice de lourdeur est plus élevé, j'ai beaucoup de cas qui ont un isosmaf de 10 et plus, pourtant j'ai beaucoup de personnel. Comment ça se fait que la charge subjective était si élevée que ça? Bien, c'est parce qu'en fait, tu peux avoir un isosmaf de 12, mettons, mais au niveau des difficultés du langage, c'est très important, il y a de la dysphagie importante, et ce qui fait que ça peut prendre 45 minutes de l'alimenter. Tu peux avoir un corps de Lewy qui est très rigide, une personne qui a un problème de corps de Lewy très rigide, avec des chutes fréquentes. Alors, ça vient capter là, des choses qu'on n'est pas en mesure de capter habituellement. Donc, et tout ça, bien, dans une mise à jour en plus, c'est qu'on a ces graphiques-là avec les éléments médicamenteux et tout ça. Donc, vous comprenez que pour un gestionnaire de proximité, s'il n'y a pas ces informations-là, c'est un peu comme administrer dans la grande noirceur. C'est comme un comptable, là, puis il n'y a pas de logiciel de comptable, il ne voit pas les chiffres. C'est très difficile à un moment donné de pouvoir prendre les bonnes décisions. Quatrième solution, bien, il faut qu'il y ait des alertes. Il faut qu'il y ait des alertes. Moi, j'ai eu le privilège là, de diriger pendant 8 ans de temps une équipe clinique, l'équipe de mentorat, pour pas la nommer, du Centre d'excellence sur de Québec, pour une équipe mobile, là, pour les troubles de comportement, etc. Puis on pouvait arriver certaines fois dans des dossiers dans lesquels on pouvait voir que, bon, peut-être entre les 2 derniers mois, il n'y avait pas eu de changement de poids significatif, mais nous, on regardait par exemple les 12 derniers mois, puis on pouvait noter une perte de poids significative. Donc, les gens, le suivi n'était pas toujours optimal dans l'interprétation. La personne prend le poids, écrit le poids dans le papier, écrit ça en stylo dans le dossier papier, mais il n'y a pas toujours un examen de la tendance du poids, si vous voulez. C'est un peu plus comme, j'ai pris le poids comme c'était prévu, check, mais il n'y a pas toujours l'analyse. Évidemment, ce n'est pas tous les milieux que c'était comme ça. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les objets connectés, ils existent. On peut avoir des alertes qui sont là-dedans. On peut, tu sais, lorsqu'on prend la température, la saturation, on prend la glycémie, mais en fait, ça va aller s'insérer automatiquement dans le dossier du résident en tant que tel. Donc, il n'y a pas de saisie de notes en tant que tel. Donc, tout ça, on vient sauver du temps. Et ça existe depuis tellement longtemps dans d'autres pays. Mais là, nous, il faut qu'on arrive là aussi. L'élément que j'ai fait avec eux, je leur ai dit, écoutez, on va encore là ajouter de l'intelligence. C'est que là, le poids, lorsque il y a des pertes de poids, ben, on va mettre les algorithmes reconnus scientifiquement, cliniquement, au médical. Ben, 5% de perte de poids en un mois, c'est cliniquement significatif, 7,5 en 3 mois, et ainsi de suite. On l'introduit. Donc, même si une personne oublierait d'aller comparer, parce que c'est une balance électronique qui va aller le mettre au dossier, bien, il y a une alerte qui va pouvoir reconnaître un changement de poids qui serait anormal. Encore là, pour faire des démarches, faire des consultations vers les professionnels requis. Puis l'autre élément, c'est la situation que la personne, par exemple, serait en RI ou encore en RPA, en lien avec, en interface avec le soutien à domicile. Bien, on peut aussi faire une suggestion de pratique, dire, écoutez, elle est peut-être très à risque de malnutrition, fait qu'on va faire des recommandations de compléter certains formulaires, ce qui va venir bonifier le dossier lorsqu'on fait une demande de consultation à un professionnel, par exemple, comme un nutritionniste. Lorsque la personne fait des chutes, 1 chute, 2 chutes, 3 chutes, eh bien, à la 4e chute, encore là, il y a une recommandation de bonne pratique. On dit, écoutez, ça fait 4 chutes qu'elle fait dans le mois. Dans un tel cas, c'est plus seulement l'évaluation post-chute qu'on doit faire, c'est qu'on devrait faire compléter l'outil d'analyse des chutes récurrentes, encore là pour bonifier l'analyse. C'est des recommandations, donc l'infirmier ou l'infirmière peut, par exemple, ne pas le faire. Par exemple, il y a une personne, justement, je donnais tantôt l'exemple, maladie de Parkinson,
avec une comorbidité de troubles cognitifs. J'ai des exemples en tête de personnes qui chutaient souvent, qu'on était dans une gestion des risques en décision partagée avec la famille. La personne avait un casque, des genouillères, etc., des protèges de hanches. Oui, elle tombait souvent, mais c'était un risque calculé, puis elle a fonctionné même très longtemps parce qu'elle n'a jamais eu de fracture. Mais c'est clair que si moi, comme infirmier, on m'avait dit, ben tu devrais faire la chute récurrente, j'aurais tout simplement discrédité cette recommandation-là. Vous comprenez? Donc, on peut la tasser. C'est des recommandations dans les contextes généraux. Puis encore là, on a tous nos suivis avec nos alertes intégrées. Le but, là, c'est un peu comme on peut voir dans les soins intensifs, où est-ce qu'on a de la télémétrie, puis on peut être au poste, puis voir ce qui se passe. Bien, c'est d'amener ces éléments d'information-là, encore là, pour que l'information soit disponible au personnel infirmier, puis qu'il puisse prendre des décisions éclairées. Cinquième solution, ce qu'il faut comprendre, c'est sûr qu'en ce moment, au moment où je fais un peu cette vidéo-là, il y a toute la création là, des maisons des aînés et on veut solutionner, on veut amener de la technologie dans ces milieux-là. Mais moi, je vous invite vraiment à considérer le continuum de soins de longue durée parce que une solution isolée pour une maison des aînés, ça ne veut pas dire que ça va être une solution pour tout le continuum. Le but, c'est de simplifier la vie du personnel. Il faut vraiment arriver au moment où est-ce que la personne est suivie en soutien à domicile et tout le dossier qu'on retrouve en soutien à domicile, dans le logiciel de soins, les technologies qu'on utilise, bien, c'est les mêmes que dans le continuum. Premièrement, pour le personnel, bien, ça va simplifier leur vie, mais aussi pour que vraiment, lorsque la personne arrive en RPA et qu'on continue le suivi, bien, il n'y a pas de changement, on garde le même dossier. Elle arrive en RI, c'est la même chose. Si elle est en CHSLD ou MDA, c'est le même logiciel. Puis là, on évite la fameuse paperasse, la duplication là, de toute l'information. Mais pour ça, bien, il faut dès le départ faire une sélection. Puis là, il y a plusieurs qui sont en train de faire cette sélection-là, qui vous permettent là, de grandir au-delà du milieu ciblé. Je vous rappelle, votre solution que vous cherchez, ce n'est pas pour un établissement, c'est pour faire face on parle de la pandémie de la COVID. En fait, là, c'est la pandémie très claire. On va dire que c'est un succès, on vieillit plus, on peut tourner ça comme ça, mais au-delà des phrases, il y a des gens qui vont avoir besoin de soins en quantité énorme. Il faut s'assurer d'utiliser de façon le plus optimale possible notre personnel. Donc, il y a des besoins énormes qui s'en viennent et il y a des enjeux là, de main-d'œuvre que c'est difficile de vraiment comprendre comment on va surmonter ça. Donc, je pense qu'il faut penser à un continuum. Vous voyez ici, dans le fond, de la manière que je travaille, moi, avec ces compagnies-là, c'est qu'il faut tout ramener dans un seul environnement numérique. Il faut que les appareils fonctionnent dans les différents environnements également. Il y en a qui sont plus pertinents à certains endroits, mais pour vraiment qu'on soit capable là, de continuer. Puis il faut se développer, il faut respecter les professionnels de la santé, leurs compétences, l'utilisation de leur temps et ainsi de suite. Donc, le but de la conférence, c'était quoi déjà? C'était de dire, ben pourquoi? J'ai tenté de répondre à ça. Comment? Ben, je vous donne des exemples. Moi, je fais mon effort, je tente de soutenir cette transformation-là. Et quand, moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, on est en retard. Hier, il était déjà trop tard. Fait que plus on attend, plus là, avec les tendances qu'on voit, plus ça va être difficile de faire la transformation. Alors voilà qui complète ma conférence web et je vous remercie beaucoup de votre attention.